Bonsoir à tous les participants qui sont en ligne avec nous et aux intervenants et aux participants qui sont en présentiel. Je vous propose de commencer ce webinaire, donc ce premier webinaire organisé dans le cadre du mois européen de la cybersécurité. Premier webinaire d'une série de 3 webinaires qui auront lieu dans le mois. Et sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Franck Zaméo, élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, pour faire le mot d'introduction. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je suis donc Franck Zaméo, je suis secrétaire du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Je suis également président de la commission des entreprises. Alors, au nom de la CCI, de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, je vous remercie de votre présence à ce webinaire du mois de la cybersécurité sur le thème de la protection des données des entreprises. Alors, que dire? La protection des données numériques est devenue, on va presque dire malheureusement, l'un des défis majeurs de notre époque. Et après la crise Covid et l'augmentation de nos usages numériques, mais également avec l'explosion du nombre de cyberattaques, et ceci depuis la guerre en Ukraine, cette protection s'impose comme une nécessité. Nous sommes dans un monde interconnecté où la collecte d'informations et les échanges numériques explosent. La question de notre sécurité numérique se pose donc de facto. Pour les entreprises, l'enjeu est grand. Perte d'applications, de comptabilité, des données clients, du travail intellectuel, d'historique, etc. Tout cela, finalement, désorganise profondément les entreprises, paralyse souvent les activités et peut avoir des lourdes conséquences financières pour elles. Il y a encore quelques années, la cybersécurité était une préoccupation des grandes organisations. De nos jours, force est de constater que tout le monde est concerné par cette problématique. Particuliers, TPE, grandes entreprises, administration, profession libérale, associations. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce sont les TPE et les PME qui sont le plus souvent visées. Elles font en effet l'objet de 3 attaques sur 4. Et ce sont des données de la société Orange Cyberdéfense. Consciente de l'importance de ce sujet, donc, la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique s'est très tôt engagée dans la sensibilisation des entreprises sur ce sujet. Elle organise ainsi, depuis plusieurs années, le mois de cybersécurité et la création du Centre de ressources cybersécurité géré par la Suite Californie, nous en parlerons plus tard, s'inscrit dans cette logique. Et je laisse donc M. Elisabeth vous en parler dans quelques minutes. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une série d'ateliers, comme il a été dit précédemment, qui vont se succéder durant tout le mois d'octobre. Ces temps d'échange entrent dans le cadre du cybermois, dont l'objectif est de mieux faire connaître les menaces qui pèsent sur la cybersécurité, promouvoir la cybersécurité auprès des citoyens et des organisations, leur fournir des ressources leur permettant d'assurer leur protection en ligne grâce à l'enseignement et au partage de bonnes pratiques. Le thème pour l'année 2022 est les rançons logiciels et l'hameçonnage, 2 grandes tendances observées sur le paysage actuel des cybermenaces. Alors, pour bien nous faire expliquer tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette réunion Gilles Delahaye, qui est capitaine commandant de la section d'appui judiciaire Comgende de la Martinique. C'est bien ça. Bonsoir et bienvenue. Merci. François Fantasy de la société Envol et François Pétris de la société Gipsurf. Ensemble, ils tâcheront de vous présenter les différents risques cyber, mais aussi les bonnes pratiques pour vous en prémunir. D'ores et déjà, je tiens à les remercier vivement de leur présence et de leur collaboration. Je ne serai pas plus loin et je vous souhaite à tous une très bonne réunion. Et je passe la parole à Laurie Lachouma. Merci, Monsieur Zaméo, pour ce mot d'introduction. Je laisse Monsieur Hirol Elisabeth, président de la Suite Californie, s'exprimer. Oui, bonsoir à tous. Merci Franck, merci Laurie. Donc le président m'a confié la tâche de pouvoir présider la Suite Californie.
puisque la question de la sécurité doit constituer une préoccupation majeure pour les entreprises face aux cyberattaques qui aujourd'hui deviennent de plus en plus importantes. Donc, la Chambre de commerce, il y a quelques années, a décidé, à travers son pôle de cybersécurité, donc qui est porté par nous, de sensibiliser les entreprises. Donc, c'est le premier pilier qui est porté par la Sud-Californie. Et le deuxième pilier est de pouvoir réaliser des tests de sécurité, donc sur un volet un peu plus technique. En confiant au tiers-lieu dédié au numérique et à l'innovation technologique l'exploitation de ce pôle cybersécurité, on a voulu, d'une part, passer à l'action, mais aussi continuer à travers le mois de sensibilisation de l'Europe et tout au long de l'année, fournir l'information de façon continue aux entreprises pour qu'elles puissent avoir un lieu où elles puissent se retrouver et un lieu où elles puissent recueillir de l'information. Donc, la Sud-Californie anime effectivement ce pôle cybersécurité à travers d'une part des ateliers de sensibilisation, mais aussi des services, notamment la réalisation d'audits de cybersécurité, l'accompagnement des entreprises pour la mise en place de stratégies de sécurité informatique, notamment à travers ses partenaires, dont certains que vous aurez autour de la table, et la formation de nouveaux experts. Donc, c'est une nouvelle action qui est en train de démarrer. Enfin, ce pôle, pour pouvoir s'adresser à un plus large nombre d'entreprises, est en train de faire une démarche de labellisation de l'ANSSI, qui est un organe national. L'objectif est de qualifier la qualité des services de tests de sécurité qui sont fournis aux entreprises. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais laisser la parole aux experts et je vous remercie d'être présents pour ce premier atelier qui lance le mois de la cybersécurité. Merci, Monsieur Elisabeth. Alors, juste avant de laisser les experts se présenter, je vais simplement rappeler quelques règles pour les participants en ligne. Donc, pensez à bien couper vos micros et vos caméras. N'hésitez pas à interagir et à poser vos questions dans le fil de discussion. Les intervenants y répondront à la fin de la présentation. Et puis, le webinaire est également enregistré, donc vous pourrez le retrouver en replay sur la page YouTube de la CCI Martinique. Voilà, je laisse donc nos intervenants se présenter et puis commencer leur exposé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Francis Pétris. Donc, je suis consultant en cybersécurité pour la société Gixer, dont je suis le fondateur, qui est dans le réseau, tout d'abord. Et je suis membre du CUSIR Caraïbes. Je suis aussi président de la commission cybersécurité de Martinique Digital et membre du board de la French Tech. Donc, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, l'idée pour moi, c'est de partager une tendance de la cybercriminalité. Bon, ce ne sera pas non plus exhaustif, mais l'important, c'est que vous ayez en tête, au moins que vous ayez une vision des risques et menaces dans lesquels on se retrouve au niveau du cyberespace. Donc, pour commencer, je commençais avec un petit rapport qui a été récupéré en janvier 2022, qui était exposé par le club des experts de la cybersécurité, CESI, qui exposait un petit peu cette vision, donnait une vision sur le contexte. Donc, on avait à peu près 50% des entreprises qui avaient été auditées, qui avaient subi des cyberattaques. C'est un rapport qui repartait sur l'année 2021 en termes de résultats. Quand ce rapport a été généré, on pensait que par rapport aux différentes menaces, notamment de type ransomware, qu'on allait rester dans la même tendance. Et je rappelle quand même que il y a eu une croissance des cyberattaques de type ransomware depuis 2018, donc une forte croissance, que ça s'est à peu près stagné entre 2020 et 2021. Et ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que ces attaques de type ransomware, contrairement à ce qu'on pensait, elles sont en croissance. Alors, elles sont en croissance dans le sens où, en termes de nombre d'attaques, mais aussi elles ont évolué par rapport aux différentes techniques. Donc, comme j'ai que 15 minutes, je vais quand même faire un focus sur certains points seulement, je ne vais pas m'étendre.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si on avait des ransomware qui se contentaient simplement de chiffrer les données, on est passé à du ransomware qui chiffrait uniquement les données, à du ransomware qui fait de l'exfiltration de données, voire à des ransomware qui va simplement chiffrer pour détruire le système. Aujourd'hui, il est essentiel de prendre en compte cette menace et que par rapport au nombre d'attaques de type ransomware, de mettre en place l'ensemble des mesures nécessaires. Donc, on parle de déni de service, mais il y a certaines structures qui se sont fait chiffrer leurs données. Et c'est vraiment un acte vraiment très, très malveillant, puisque le principe, c'était vraiment chiffrer pour chiffrer. Hein. Donc, il ne faut pas s'attendre à retrouver une clé de déchiffrement. Donc, ça aussi, il faut prendre en compte que voilà, les différentes les différentes personnes qui mènent ces cyberattaques, elles s'adaptent. Et pourquoi, d'ailleurs, elles sont parties sur l'exfiltration de données, c'est qu'au départ, pour la petite anecdote, c'est que avec le chiffrement, ça ne suffisait pas puisque certaines structures arrivaient à restaurer leurs données avec des backups. Donc, du coup, l'évolution, c'est parti sur l'exfiltration de données pour faire du chantage. Et en face, on avait la réglementation, la CNIL, des amendes. Donc, les entreprises étaient plus susceptibles de répondre, en tout cas, à la demande par rapport à ces différentes demandes de rançon. Donc, du coup, il faut prendre en compte que le modèle économique, il a changé et il va continuer encore d'évoluer, surtout que en termes de technique, les ransomware aujourd'hui ne fonctionnent plus comme quand ils font du chiffrement. Ils ne chiffrent plus toute la donnée de coup, ils vont faire du chiffrement intermittent. Donc, c'est-à-dire, au lieu de chiffrer, de fichier tout le fichier, ils vont découper le fichier, ils vont chiffrer un morceau sur 2, un morceau sur 3. Donc, c'est plus rapide en termes d'exécution du processus de chiffrement et c'est encore plus difficile pour le système de les détecter. Donc, il faudra vraiment prendre en compte le fait d'adapter les différentes mesures. Alors, pourquoi aussi on a eu cette montée de malware et de fuite de données, les facteurs de succès de tout ça, la transformation numérique des entreprises qui s'est accélérée. On a pu le voir depuis le Covid, mais aussi on a pu le voir cette continuité par la suite. Effectivement, les entreprises ont compris que voilà, il faut rentrer dans le processus de transformation digitale, mais beaucoup le font sans prendre en compte, on va dire, sans analyser les risques. C'est un nouvel environnement. Le cyberespace, il y a des risques, il y a des menaces. Quand on fait une transformation digitale, il faut que les entreprises puissent prendre en compte tous ces risques et mettre en place les mesures nécessaires. L'usage croissant des architectures, des solutions cloud, effectivement, le cloud, c'est un peu à la mode. Donc, beaucoup de structures ont transposé leurs services sur le cloud, mais beaucoup l'ont fait de façon très simple, très rapide, puisqu'il y a la facilité du simple clic, mais sans forcément l'expertise. Il faut savoir que quand on est une entreprise et qu'on va, par exemple, provisionner un serveur dans le cloud, ce serveur, le provider, ce qu'il fait, c'est qu'il fournit le service, il fournit le socle. Mais les données restent sous la responsabilité de l'entreprise et la sécurisation de cet environnement reste sous la responsabilité de l'entreprise, à moins qu'elle souscrive à des services souvent supplémentaires ou qu'elle fasse appel à quelqu'un qui possède cette expertise. Donc, beaucoup d'infrastructures dans l'emploi se sont retrouvées mal sécurisées et on a pu se rendre compte de pas mal de fuites de données qui concernent aussi des entreprises dans la Caraïbe, parce que je peux voir sur le Darknet, par exemple. Et puis, des points de vigilance en matière de sécurité informatique qui sont négligés et qui ont été faits et qui le sont encore. Donc, beaucoup d'entreprises ont pris conscience de la menace, mais maintenant qu'on a pris conscience, il faut passer à l'action. Très peu d'entreprises mettent en avant, il n'y en a pas beaucoup qui ont des PSSI, des chartes informatiques, voilà, qui mettent en place des projets orientés sur la sécurisation de leur système d'information ou la protection des données. Donc, il est très important que maintenant qu'on ait pris conscience, qu'on passe à cette étape d'action et à mettre en place des mesures. Une mesure que je recommande fortement, par exemple, pour les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec toutes ces fuites de données, tout le monde devrait avoir une authentification multifacteur qui permettrait de sécuriser et de minimiser, en tout cas, le nombre de fuites de données. Ça, c'est une recommandation. Je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Donc, toutes les entreprises devraient avoir activé l'authentification multifacteur pour les accès, ne serait-ce que pour les PC ou que pour les environnements sur le cloud.
Ensuite, on a eu aussi des types de malware en croissance, d'autres qu'on ne voyait pas trop. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons l'ensemble des systèmes Linux qui sont impactés, quelle que soit la distribution. On en a de plus en plus de malware, de virus spécifiques sur ces environnements. Et puis, les téléphones mobiles, tout ce qui est terminaux mobiles. Donc, on en a de plus en plus sur les smartphones, les téléphones. Et on en a parlé de Pegasus qui faisait des filtrations de données, qui faisait des coupes téléphoniques. Il y en a d'autres qui permettent aussi d'utiliser le téléphone comme rebond pour se connecter sur les systèmes. Donc, il faut faire très, très attention à cela. Et puis, en termes de vecteurs, on a les terminaux qui hébergent des applications qui sont téléchargées dans des magasins non conformes, qui sont dans les entreprises, qui se connectent au réseau de l'entreprise. Mais ces terminaux, ben, ils ont des applications qui sont entre guillemets craquées et qui hébergent souvent des malwares et des virus qui se propagent dans l'entreprise. De nouveaux phénomènes, aussi sont présents sur la toile. Donc, on a aussi détecté des liens dans les descriptions des vidéos YouTube qui permettent de transmettre ces malwares à n'importe qui. Contenu multimédia, donc aujourd'hui, bon, ça fait déjà un petit moment qu'on sait, mais il faut garder en tête qu'aujourd'hui, quand vous cliquez sur une image qui se promène sur les réseaux sociaux ou une vidéo, que vous pouvez aussi vous faire infecter, ça existe. Donc, afficher une image peut aussi faire en fait qui finit par l'infection. Donc, faire très attention aussi, surtout en ce moment, aux différentes contenus multimédia que vous consultez. Et puis, un phénomène de mode, les QR codes, j'en vois souvent, partout. Moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur tout simplement parce que quand vous allez au restaurant, vous voyez un QR code. Aujourd'hui, on va demander de scanner le QR code pour avoir le menu. Mais c'est très simple pour quelqu'un de changer ce QR code, de mettre une étiquette. Vous scannez le menu, effectivement, vous scannez, vous hébergez, vous rechargez le virus et vous êtes redirigé sur la page du restaurant sans vous rendre compte. Et ça se fait très rapidement. C'est possible, c'est des choses qui, à mon avis, vont être généralisées très bientôt, puisque le phénomène que je vois d'usage des QR codes. Donc, faire très attention. Et puis, surtout les outils collaboratifs, ils sont de plus en plus utilisés. Donc, on a entendu des cas d'intrusion dans des réunions de personnes qui n'étaient pas invitées. Il y a aussi des cas d'intrusion sans s'en rendre compte de personnes qui ne sont pas invitées parce que les systèmes sont mal sécurisés. Donc, quand on monte une visioconférence, ben, il faut aussi faire en sorte qu'il y ait un contrôle d'accès. Sinon, n'importe qui peut s'introduire dans cette réunion, surtout quand il y a plusieurs personnes. On ne se rend pas forcément compte. Donc, il y a des petites astuces, faire du bruit quand on rentre, une cloche, mais la sécurisation de ce système pour l'environnement d'entreprise est très important. Et il y en a de plus en plus. Dernièrement, là, il y a un cas d'outils collaboratifs, donc Trello, qui s'était fait pirater et qu'on avait des données. Donc, Trello, c'est un logiciel de gestion de projet qui est en partage et qui permet à plusieurs personnes de collaborer autour d'un projet et qui est souvent implémenté dans les entreprises au niveau de la Caraïbe, que je vois aussi en entreprise au niveau de la Martinique, de la Guadeloupe, et qui a subi une fuite de données de login mot de passe. Donc, quand on n'a pas la double authentification activée, c'est assez contraignant sur les projets. Donc, les secrets se retrouvent dans la nature. Ensuite, pour parler aussi de la tendance des cyberattaques, de la cybercriminalité, on a des chaînes d'approvisionnement qui sont visées. Donc là, je pense que toutes les entreprises qui sont autour de ces chaînes d'approvisionnement devraient augmenter leur niveau de sécurité, en tout cas de leur système d'information, puisqu'effectivement, la cybersécurité devient quelque chose de très important pour eux. Et tous les partenaires aussi, parce que très bientôt, je pense que on va leur demander de montrer patte blanche pour pouvoir collaborer, parce qu'aujourd'hui, la supply chain est visée par l'ensemble des hackers, et on en a de plus en plus d'attaques, et on peut se rendre très rapidement compte de ce que ça peut produire comme effet, avec le gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2, par exemple, qui a explosé. Voilà, il n'y a plus d'arrivée de gaz, donc on a un impact économique sur une nation. Ça peut se faire sur différents aspects. Les semi-conducteurs, par exemple, on peut ruiner l'industrie
en limitant toutes ces livraisons avec des actes malveillants. Donc, il suffit qu'on se retrouve qu'un des acteurs sur la chaîne soit impacté et voilà, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc, faire très attention à ça, donc pour toutes ces entreprises-là, et puis s'assurer que, voilà, que les entreprises qui collaborent avec ces entreprises de la supply chain sont eux-mêmes sécurisées. Donc, à mon avis, il y aura des réglementations, des renforcements de ce côté. Et l'exploitation des vulnérabilités de nos objets connectés. Donc, effectivement, je rappelle, hein, on a beaucoup d'objets connectés. Je prends souvent l'exemple de la caméra. Il faut savoir que sur Internet, il y a beaucoup de sites qui ressentent tous ces objets qui sont connectés et qui, surtout ceux qui ne sont pas sécurisés. Donc, si vous avez une caméra qui est mal placée, qui n'est pas sécurisée, vous pouvez vous retrouver sur des sites Internet. Le plus connu, par exemple, c'est Chevel. Dessus, vous y allez, vous allez voir des caméras qui sont mal exposées et qui sont mal sécurisées, que n'importe qui pourrait avoir accès. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'on se retrouve dans des industries, et là, voilà, objets connectés, on peut par exemple modifier, là c'est une station de biogaz en Italie par exemple, on peut modifier un petit peu les températures, on peut générer des dysfonctionnements, par exemple pour l'eau aussi, on peut augmenter, si on arrive à rentrer dans une station, on peut changer les paramètres et empoisonner l'eau, par exemple. Donc, faire très attention. Et puis, la 5G, effectivement, c'est une évolution. Ça apporte beaucoup de performance, mais il faut s'attendre aussi à ce que les attaques soient beaucoup plus virulentes, puisque grâce à la 5G, on pourra faire, par exemple, des attaques DDoS beaucoup plus fortes qu'on a pu le voir aujourd'hui. Donc, les attaques DDoS, je rappelle, c'est plusieurs objets qui vont essayer, par exemple, de se connecter en même temps sur un service. Et puis, il y a de requêtes qui est lancée, ce service arrive à saturation. C'est comme si tout le monde parle en même temps à une seule personne. À un moment, on ne comprend plus rien et la personne n'arrive pas à répondre. Donc, c'est un peu ça sur le principe informatique. Et donc, il faut faire très attention. Donc, ça nous permet aussi de faire tomber des sites, des services. Donc, il faut s'attendre à avoir de plus en plus d'attaques de ce type avec la 5G. Et puis, bien sûr, le phénomène de deepfake et de désinformation, très important. Donc, il faut savoir les deepfakes, on en aura. Je pense qu'on en aura même lors des inclusions en visioconférence. On en aura même des deepfakes qui seront envoyés sur des réseaux sociaux. Donc, faire très attention au contenu. Et puis, la désinformation aussi, faire très attention à la désinformation. La désinformation ne veut pas forcément dire un mensonge, mais il suffit qu'on prenne un événement à une date antérieure et qu'on la positionne dans un contexte actuel, c'est déjà de la désinformation. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, vous allez voir des faits historiques qui vont réapparaître dans le présent, mais si vous ne regardez pas la date, vous allez penser que voilà, ça se passe à l'heure actuelle, par exemple. Et puis, aussi, le détournement, par exemple, là, on a un PDG qui a été promu en Chine. Ça a fait peur, hein. Quand on est petit, un robot promu PDG en Chine, l'intelligence artificielle prend le pouvoir, ça fait très peur. On se dit, bon, les machines font le relais. Donc ça aussi, ça fait partie de la déformation des gros titres, un peu de l'aspect suspense. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, c'est pas un robot, c'est dans le métaverse. Derrière, c'est un peu le principe du système métaverse. Et c'est une intelligence artificielle hein, qui fait partie du groupe d'un CEO tournant, en fait. Donc là, on se rend compte qu'on n'est même plus dans vraiment le rôle du PDG, qui est comme une entreprise, comme on le voit, mais c'est tout autre chose. Donc, il faudra faire très attention à ça. Et bien sûr, un petit clin d'œil sur toutes les problématiques que ça peut engendrer en termes de cyberattaque, et notamment le phishing, qui est l'un des vecteurs d'attaque les plus utilisés en ce moment. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Donc, l'idée, c'était vraiment de donner un peu le contexte, exposer un peu cette tendance sur la cybercriminalité. Ok, merci Monsieur Petris. On va laisser la parole à Monsieur de la gendarmerie pour prendre le relais. Merci. Je suis le capitaine de Louis Gilles. Je commande la section d'appui judiciaire du commandement de la gendarmerie de la Martinique. Je voulais tout d'abord remercier la CCL de cette invitation. Ça permet d'afficher la gendarmerie en tant que partenaire en matière de lutte contre les cybermenaces, parce qu'on n'a pas qu'un rôle répressif. On a aussi un rôle d'information des citoyens, mais aussi des partenaires économiques de l'île et nationaux.
Ma présentation va se dérouler en 3 volets. Je vais, dans un premier temps, vous présenter le dispositif global de l'Ordre national en matière de cybermenaces et de cybercriminalité. Je vais vous présenter brièvement ensuite quelques cybermenaces et je finirai par vous donner quelques actes de prévention simples que vous pouvez adopter au sein de vos structures. Alors, les missions de la gendarmerie en matière de cybermenaces, il y en a 5. Hein. Donc, c'est l'investigation judiciaire, le renseignement criminel et le traitement des preuves numériques. Donc, l'investigation judiciaire, c'est assez simple. Hein. Nous sommes saisis d'une enquête relative à une infraction commise sur le cyberespace. On investigue dans un cadre judiciaire, on enquête pour essayer de retrouver l'auteur de l'infraction sur cet espace. Le renseignement criminel, c'est anticiper les actes sur le cyberespace. Et enfin, le traitement de la preuve criminelle, c'est analyser tout support numérique dans le cadre des enquêtes judiciaires ou dans le cadre administratif. Ça va du téléphone en passant par la clé USB, en passant par une tablette, hein. Tout ce qui peut être connecté, en fait, on est en mesure de l'analyser avec des outils et du matériel que nous avons. Ensuite, c'est la veille des espaces numériques. Alors, on entend par espace numérique les systèmes d'information au sens général du terme, les réseaux sociaux, les messageries instantanées. Donc, c'est veiller pour prévenir les commissions d'infraction, mais c'est veiller aussi pour retrouver sur ces espaces les auteurs de ces infractions. Donc là, c'est pareil, on a divers outils et quelques techniques spéciales d'enquête que nous mettons en œuvre, que je ne dévoilerai pas ici aujourd'hui, par souci de confidentialité. Ensuite, on a pour mission, c'est ma présence aujourd'hui, notamment de prévention et de protection contre les cybermenaces. Donc, on est au service du citoyen, des partenaires économiques, des partenaires institutionnels, pour les aider à prévenir ces infractions et a posteriori, malheureusement, pour les aider à reconstruire leur système informatique, ou en tout cas, les aider à, pour vous, reprendre une activité économique normale. C'est en dernier lieu aussi, c'est la gestion de crise, c'est les événements nationaux, voire internationaux, c'est les impacts sur des grosses entreprises françaises, sur des hôpitaux, où on est en mesure d'apporter notre expertise pour gérer la crise, c'est le cas de le dire. Voilà un peu les 4 missions principales. Donc la structure de la gendarmerie, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on s'est penché sur le sujet. Et au fur et à mesure du temps, on est monté en capacité en matière d'expertise, mais aussi de personnel qualifié pour gérer cette thématique. On a un niveau national qui est le COMCyberGen, donc le commandant de la gendarmerie, cybergendarmerie, qui est vraiment le coordinateur national. Tout ce qui est cybermenace, cybercriminalité. Il a un volet international avec des partenaires dans tous les pays. Il est en mesure de nous appuyer aussi quotidiennement dans nos enquêtes, avec des outils et des experts qu'il a en son sein. Alors, pour tout vous dire, on aura d'ici peu de temps une agence nationale du numérique qui va être créée, qui va absorber cette structure, et on aura une structure multicarte et interministérielle en matière de cybercriminalité, puisqu'on associera aussi la police nationale, la gendarmerie nationale et d'autres experts, notamment de la défense, et ce sera l'agence nationale du numérique. Donc ça, c'est au niveau national. Ensuite, au niveau régional et départemental, c'est ce que nous avons ici, puisque nous sommes une région et à la fois un département. On a la section d'appui judiciaire que je commande, qui a en son sein la section opérationnelle de lutte contre la cybercriminalité. C'est 23 personnels dédiés à cette thématique, 23 personnels qualifiés, formés, pour investiguer sur l'espace numérique et pour apporter, encore une fois, une aide aux particuliers et aux institutions. Je vais détailler ensuite la formation. Donc, en fait, c'est les premiers intervenants en matière de nouvelles technologies. Ça, c'est au niveau des brigades territoriales sur la Martinique. Ensuite, on a un CNTech, des correspondants NTech qui sont au niveau des compagnies, qui sont en mesure d'effectuer les premières investigations en matière de cybercriminalité et de former leurs camarades. Et on a enfin au sein de la SOLJ des enquêteurs en technologie numérique. C'est eux qui, au quotidien, investiguent sur le dark web, sur les espaces numériques au sens général du terme. Donc, on a des matériels dédiés, efficaces, qui marchent bien.
que vous dire là-dessus, c'est que je vais vous présenter quelques cybermenaces et quelques chiffres qui sont assez frappants concernant des infractions commises sur le cyberespace. Donc, 3 items. Hein. La totalité des faits constatés, ça c'est des chiffres sur la Martinique de 2021. 4,9% des faits constatés sur la Martinique sont commis sur le cyberespace. Donc, ça touche des particuliers et des entreprises. On a des atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes, ça touche plutôt les particuliers. Là, on parle de harcèlement sur les réseaux sociaux, en tout cas sur l'espace numérique. Et enfin, ce qui est beaucoup plus frappant, ce qu'on appelle les EIEF, c'est les infractions économiques et financières, où c'est 26,4% de ces infractions qui sont commises sur le cyberespace sur la Martinique en 2020. Les chiffres ont encore tendance à augmenter cette année, où on est bien au-delà de ce chiffre-là. Ce qui est inquiétant, notamment pour le particulier, mais aussi pour les institutions et les entreprises que vous êtes, où on voit une progression très forte des infractions commises sur l'espace cyber. Notre difficulté et votre difficulté, c'est que vous n'êtes pas forcément sensibilisé à cette thématique, c'est l'objet de notre présence aujourd'hui. Mais la difficulté qu'on a détectée aussi, c'est qu'on a un décalage horaire de 6 heures avec la métropole et d'autres pays européens, ce qui fait que parfois, quand on arrive au bureau chez soi ou quand on allume l'ordinateur chez soi le matin ou quand on met en route l'entreprise le matin, le coup est déjà parti, vous faites absorber vos données, vous avez déjà un minimum 6 heures de retard, 6 heures de réaction en retard. C'est un vrai sujet. Alors nous, on travaille la nuit sur la thématique, le jour et la nuit, mais on s'aperçoit effectivement que les horaires décalés portent préjudice à l'anticipation, mais aussi à la réaction qu'on peut avoir tous face aux cyberattaques. Dans les cyberattaques, on a les atteintes au système de données que je vais entourer en rouge. Donc, on a en 2021 15 attaques concernant les données, ce qui représente une augmentation de plus 87,5%. Donc, c'est les entreprises qui ont été impactées. Je fais aspirer les données personnelles, les données bancaires, des fichiers, et malheureusement, parfois des fichiers qui ne sont pas déclarés à la CNIL. Donc, on tombe dans un problème de RGPD, de CNIL et d'infractions commises par l'entreprise. Donc, non seulement elles sont victimes économiquement de ces attaques, mais elles sont pénalement responsables parce qu'elles n'ont pas déclaré les fichiers à la CNIL. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est que tout fichier intégrant des données personnelles doit être déclaré à la CNIL. Parce que quand il y a la commission de cette infraction, en tout cas quand il y a la cyberattaque, forcément, l'entreprise va déclarer que les fichiers ont été impactés, absorbés, aspirés, cryptés. Et si ces fichiers ne sont pas déclarés, encore une fois, l'entreprise peut être exposée à des sanctions pénales. On n'en arrive pas jusque-là parce que les institutions de la CNIL ont conscience qu'on ne peut pas faire des doubles victimes d'un fait, on est déjà victime économiquement. On ne va pas impacter non plus l'entreprise avec des poursuites pénales parce qu'elle n'a pas déclaré des fichiers de données personnelles. Mais il y a l'esprit que tout fichier intégrant des données personnelles doit être déclaré à la CNIL. Ça, c'est important. Concernant, je vais vous exposer, comme je vous l'ai dit, quelques cyberattaques classiques. Donc, le piratage du système informatique, c'est l'intrusion classique dans un système informatique de l'entreprise par un cybercriminel. Les conséquences de cette menace peuvent être le vol de données, je viens d'en parler, l'escroquerie et la perte totale des informations recueillies dans ce système. Donc, l'escroquerie, c'est la captation des données bancaires, que ce soit vos données bancaires ou les données bancaires de vos clients. Donc, ça impacte aussi potentiellement vos clients. Et la perte totale des informations, c'est ce qui a été évoqué, rançon logiciel, où vous perdez peut-être vos fichiers, mais parfois aussi totalement votre structure informatique, en tout cas le contrôle de votre structure informatique, avec des conséquences économiques, des conséquences en matière d'emploi, puisque vous êtes privé de votre outil au quotidien et vous êtes impacté économiquement, mais en plus on vous demande souvent des rançons
avec potentiellement un espoir de retrouver vos données qui est mince et qui devient très très mince, puisque maintenant ils font un peu ça gratuitement et les données cryptées ne le sont pas, en tout cas ils ne vous les donneront pas décryptées. C'est un vrai problème. C'est que ça s'est vulgarisé ce type d'infraction et de cyberattaque. Et la difficulté pour nous en matière de répression, c'est d'aller chercher de la délinquance dans les pays étrangers où on n'a pas forcément de coopération judiciaire, voire policière. Là, je parle notamment de pays d'Est, où c'est pays d'Est ou asiatique même, où on a du mal à aller chercher le délinquant qui a commis cette infraction. Et encore une fois, la gendarmerie est là aussi comme cybergent, mais pour vous aider économiquement, ou en tout cas essayer avec nos experts de remonter vos fichiers, de remonter vos données, essayer de décrypter avec les clés de décryptage que l'on a, pour vous rétablir une certaine stabilité, en tout cas votre activité économique, qui est importante pour vous, puisque c'est votre gagne-pain, et c'est surtout, encore une fois, on en a conscience, des emplois derrière qui sont menacés, avec du chômage technique, voire du licenciement, parce que l'entreprise ne vit plus. Et elle a souvent du mal à se relever de ce genre d'attaque. Alors, je dirais, c'est plus préjudiciable à une petite entreprise qui a une trésorerie plus faible, en fait, qu'une grosse entreprise qui peut se relever potentiellement, même si c'est encore difficile. Mais je vois ici beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas de sensibilisation en cette matière, qui sont impactables et qui sont facilement des cibles, en tout cas, où on peut facilement s'insérer dans leur système informatique. En tout cas, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qu'il faut prendre en compte et qu'il faut diffuser, qu'il faut en parler, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est le premier type d'infraction. Le phishing, c'est envoyer des fausses communications se faisant passer pour des sources fiables. Et l'objectif des cybercriminels, c'est de voler toutes les données que vous serez susceptible de transmettre. C'est classiquement un mail que l'on reçoit avec un lien sur lequel on clique. Et via ce clic et ce lien, en fait, le délinquant va encore une fois aspirer vos données très facilement. Alors, ça touche tout le monde. Nous, on reçoit des spams aussi. On a des pare-feux, on a beaucoup d'outils qui nous permettent d'éviter de se faire spammer. Mais là aussi, c'est sensibiliser vos collaborateurs à cette thématique, parce que le clic facile va très très vite et les conséquences derrière peuvent être très 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 graves et très préjudiciables, encore une fois, au fonctionnement de l'entreprise. C'est le modus operandi le plus utilisé en matière de cybercriminalité, c'est le spam. C'est ce fameux, encore une fois, courriel que vous recevez avec un lien. Et ce lien permet aux criminels de pénétrer dans votre système d'information, dans vos données, et d'en récupérer une partie, voire la totalité. Ensuite, c'est les malwares. Donc, logiciel malveillant, classique aussi, logiciel espion des virus. Il s'attaque à un réseau qui a une vulnérabilité, pardon. Encore une fois, c'est un clic sur un lien. C'est aussi un téléphone que l'on connecte pour recharger son ordinateur. C'est aussi une clé USB que l'on utilise de façon personnelle et professionnelle. C'est un disque dur qu'on connecte, c'est un objet connecté qu'on connecte sur le Wi-Fi, qui peut être un vecteur pour ces criminels pour s'immiscer dans votre système informatique. C'est pas seulement les virus. Les virus, c'est un peu dépassé, je dirais. C'est surtout le logiciel espion et le logiciel malveillant. Ensuite, les usurpations d'identité numérique. Donc, c'est collecter vos informations confidentielles et se faire passer pour vous. C'est ce qu'on appelle des sites miroirs, en fait. Pour obtenir de vos clients ou futurs clients des données, notamment des données bancaires. En fait, pour être simple, c'est des délinquants qui reprennent totalement le facing de votre site Internet, qui apparaît aussi sur Google peut-être avant le vôtre, et qui, de ce fait-là, récupère vos clients, vos futurs clients, et qui récupère vos parts de marché, les données bancaires de vos clients, et qui porte préjudice à votre activité économique, mais aussi à votre image que vous avez vis-à-vis des clients. Et ça, j'y reviendrai par la suite sur les impacts que tout ça peut avoir. Les impacts que je viens d'évoquer sont de trois ordres. Donc, un risque économique, vous l'avez compris, l'intrusion d'un système informatique économiquement peut vous porter préjudice parce que vous perdez des données dans vos activités. Un risque d'image, c'est ce que je viens d'évoquer, se faire usurper l'identité par un cyberdélinquant
peut porter atteinte à votre image et peut mettre pas mal aussi votre entreprise. Et enfin, un risque juridique, c'est ce que j'ai évoqué, c'est notamment sur les fichiers où des données à caractère personnel sont enregistrées, qui ne sont pas déclarées à la CNIL. Donc là, vous avez un risque juridique, même s'il devient faible à partir du moment où on estime que vous êtes déjà victime de cyberattaque et que vous avez une conséquence économique. Quelques actes de prévention assez simples, hein. Il y en a quatre actions. C'est sensibiliser nos collaborateurs aux règles de protection de leur équipement mobile, c'est ce que je viens de dire. C'est utiliser un support numérique dédié à l'activité professionnelle. Attention à quoi on le connecte, ne pas le laisser traîner pour éviter l'absorption des données de ce support numérique. C'est aussi les sensibiliser sur l'usage des réseaux Wi-Fi ouverts dans les supermarchés, dans les espaces publics où on a tendance à se connecter sur un réseau non sécurisé, où là vous avez aussi malheureusement le risque de vous faire capter les données de votre ordinateur, voire de vos téléphones. C'est auprès de vos collaborateurs identifier les informations sensibles et informer et sensibiliser vos collaborateurs à l'usage des réseaux sociaux et des messageries instantanées. Là, c'est surtout pour votre image. Attention à la circulation de certaines photos, de certaines données. On est aussi là potentiellement dans l'intelligence économique sur certains secrets industriels ou autres. Ça aussi, c'est une faille qui peut apparaître et vous pouvez vous faire hacker vos astuces, en tout cas vos brevets de fabrication ou autres. C'est prendre des précautions adaptées quant à l'accès aux structures informatiques, notamment lors de visites de personnel extérieur à votre entreprise, à son attention de ne pas laisser connecter un ordinateur en votre absence alors qu'une personne étrangère à votre entreprise est sur place. Elle peut facilement aller se connecter sur les données et encore une fois en connectant. Bon, tout ça, on le voit dans les films en fait. Connexion d'un délinquant avec une clé USB qui absorbe les données, mais ce ne sont pas que des films, c'est dans la réalité, ça se passe comme ça aussi. C'est vérifier régulièrement l'image de votre entreprise sur Internet, vérifier que votre site est unique et que votre site n'est pas référencé d'une autre manière sur le système d'information Internet, ou en tout cas en source ouverte. Acte 2, c'est mettre en place une charte informatique, c'est très important. Une charte informatique qui doit être connue de toutes et de tous, en tout cas de vos collaborateurs, où on fixe tout simplement des règles d'utilisation du système informatique. C'est hiérarchiser les données informatiques en fonction de leur sensibilité et instaurer les droits d'accès. Ça, c'est important aussi. C'est des actes basiques qu'il faut instaurer au sein de vos entités pour éviter une personne qui n'a pas le droit à connaître certaines données et accès à ces données. Faire signer des clauses de confidentialité à vos prestataires ou personnels temporaires. Je parle là aussi notamment des stagiaires qu'on peut avoir au sein de l'entreprise, où il faut le faire signer dès la signature du contrat de stage, une clause de confidentialité de tout ce qu'il peut voir sur votre réseau informatique. Action numéro 3, c'est faire le bilan avec votre responsable informatique de la situation de votre entreprise. Donc ça, c'est de l'audit que font très bien certaines entreprises sur la Martinique, où ils sont capables... Vous avez des références, justement? D'entreprise? Oui. Ouais, je ne peux pas en donner, puisque si j'en donne une, je dois toutes les donner. Donnez-les toutes. Je ne les ai pas toutes, donc je ne peux pas les donner. Il y en a sur le marché. Mais qu'est-ce que vous cherchez exactement? Les failles, en fait, qu'il y a sur vos systèmes informatiques. Demain, je veux Oui. trouver un prestataire pour Oui. m'aiguiller sur exactement ce que vous êtes en train de dire. Oui. Qu'est-ce que je tape concrètement? Audit système informatique, Audit Martinique, système. par exemple. D'accord. Merci. Et en fait, ce prestataire va venir tester votre système informatique, va faire son audit, va vous rendre un bilan en fait de ce qu'il a constaté en matière de failles et d'amélioration possible. Il faut le faire, sincèrement, il faut le faire parce que c'est important, encore une fois, pour votre activité. Alors, important aussi, les sauvegardes régulières, ça paraît banal de le dire, mais c'est vraiment très important parce que si vous êtes hacké, ou en tout cas si vous subissez une cybermenace, avec une sauvegarde régulière, mais bien dissociée, en tout cas pas connectée à votre système informatique, de pouvoir reconstituer votre système. En fait. Alors, c'est du disque dur, c'est du cloud, mais en tout cas, il faut les faire régulièrement. Alors, nous, on les fait de façon journalière, à des heures décalées, sur un cloud qui est aussi déconnecté par la suite
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre système informatique, le cloud ou le support doit être déconnecté dès que vous avez fait votre sauvegarde. Donc, il est protégé, en fait, parce qu'il n'est pas connecté au système informatique. Ça, c'est important. Et en cas de destruction totale de votre système informatique, c'est anticiper vos procédures de reprise d'activité. Donc ça aussi, il faut l'évaluer. Si vous êtes attaqué, comment derrière je peux réagir pour reconstituer mon activité économique. Et ça, c'est pareil, entourez-vous de spécialistes en la matière qui seront en mesure de vous dire comment parer ces attaques, mais comment derrière pouvoir reconstruire mon entreprise et continuer mon activité. C'est super important. J'en ai terminé sur cette présentation. Encore une fois, je vous le répète, la gendarmerie est un vrai partenaire en matière de conseil, de lutte contre les cybermenaces. Malheureusement, on intervient toujours trop tard. On est dans la cybercriminalité, dans de la répression. Mais on aimerait un peu plus sensibiliser tout le monde en matière de cybermenaces et intervenir en amont de notre rôle de recherche des délinquants quand l'infraction est commise. Voilà. Merci encore pour cette invitation et merci pour votre attention. J'ai mis à disposition de la CCIM des flyers qui seront distribuables. Je les diffuserai aussi par voie numérique, où vous aurez tout ce que je viens de vous dire en détail, notamment avec des adresses Internet institutionnelles. Et vous pourrez récolter quelques informations en amitié. Merci. Effectivement, donc merci Monsieur Delaye. Nous partagerons le support de présentation aux participants par mail. Du coup, juste avant votre départ, il y a une question en ligne. On cherche à savoir quelle est l'heure à laquelle on constate le plus de piratage. Bonne question. Alors, il n'y a pas d'heure, si vous voulez. C'est assez variable. Nous, on a ce problème, décalage horaire, j'y reviens. C'est souvent quand l'entreprise est active, puisque c'est via un collaborateur que l'attaque provient. C'est souvent lors de l'activité de l'entreprise. Ce n'est pas forcément quand elle est inactive, bien au contraire. Pour exemple, c'est quand un collaborateur est devant sa machine, quand il est en sous-souvette, quand il consulte ses mails, que la faille est présente. Et c'est en ces moments-là que le délinquant essaiera de s'introduire dans votre système informatique. Très bien, merci. Alors, en tout cas, les participants en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion et je me ferai un plaisir de les relayer. Merci. Je vais devoir vous quitter parce que mon travail m'appelle. Je vais travailler encore quelques heures. Merci encore et on reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci. Merci. J'ai une question, Bien sûr. une question précise. C'est comment, je ne sais pas qui c'est qui peut nous répondre, comment peut-on protéger son Wi-Fi à l'intérieur de ces locaux contre justement parce que c'est un des piratages, parce que il semble que il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de civils, comment on appelle ça, des gens qui font de la civile ici, Oui. et je voulais savoir, ils utilisent les mêmes réseaux que le Wi-Fi. Alors, je voulais savoir comment peut-on protéger son Wi-Fi pour éviter les interceptions. Alors, c'est une clé de connexion avec un code alphanumérique. Oui. C'est changer souvent cette clé de connexion, tout simplement, de façon régulière. Et c'est éviter que les collaborateurs diffusent cette connexion un peu partout. Donc, c'est vraiment verrouiller en fait cette connexion à votre réseau Wi-Fi. Par le mot de passe que vous créez, qui doit être complexe en fait. Après, j'ai conscience que plus c'est complexe, plus on a du mal à le retenir, mais il faut le noter quelque part. Et noter ce mot de passe dans un fichier sécurisé également sur votre réseau. Et encore une fois, c'est de changer souvent. C'est comme un mot de passe sur votre téléphone ou votre ordinateur. C'est une faille aussi. Il faut que ce soit un mot de passe solide et qu'on change souvent pour éviter toute intrusion. C'est des actes réflexes, mais je pense que ça va être abordé par le prochain intervenant. Tout à fait. Merci. Alors, nous avons une autre question en ligne avant que vous partiez, Monsieur Delaye. Un participant souhaite savoir si tout le monde peut faire la formation CNTech.
si elle est ouverte Non. à tout le monde. Et que les militaires de la gendarmerie, parce que vous comprenez aisément que la formation que nous avons, elle est non seulement de sensibilisation sur les cybermenaces, mais aussi sur certaines techniques spéciales d'enquête que l'on utilise. Donc, elle revêt une certaine sensibilité et confidentialité. Très bien, merci. Donc, Alors, du coup, est-ce qu'il y a des formations ouvertes au grand public proposées par la gendarmerie? Des sensibilisations, pas des formations. Des sensibilisations. Très bien. Et on peut sensibiliser le grand public et les entreprises de façon un peu plus approfondie qu'aujourd'hui sur cette thématique. Mais on n'abordera pas le côté investigation criminelle ou judiciaire, bien évidemment. Merci. ok, donc nous allons passer aux bonnes pratiques pour se protéger avec M. Fantaisie de la société en vol. Merci, bonjour à tous. Donc, on a vu avec les deux précédents intervenants que le risque est grand et donc il faut se protéger et on va essayer de voir quelques bonnes pratiques pour se protéger déjà de base que tout le monde peut commencer à mettre en place dans son entreprise. Et la première chose, c'est protéger son identité, donc protéger ses accès, protéger ses comptes et comme M. Pétris l'a dit tout à l'heure, parfois rajouter de la double authentification. Vous avez déjà l'habitude pour le faire pour votre banque. Quand vous faites un virement, des fois, on vous demande de valider par un code, par un SMS, par une carte avec un code spécial que vous êtes le seul à posséder. Et en fait, toutes ces techniques servent à garantir que c'est bien vous qui effectuez l'action sur le système bancaire. Donc, la même chose est valable pour votre entreprise. Quelle que soit l'application, le logiciel que vous utilisez, si vous pouvez, il est recommandé de mettre en place cette double authentification. Donc, ça peut être fait simplement, ça peut être fait avec votre téléphone, qui soit vous envoie un SMS, avec le service qui est associé, soit vous avez une application mobile où on vous demande de valider un numéro, quelque chose comme ça, qui sera validé par votre empreinte sur le téléphone pour vous donner accès au service. Donc, cette double authentification, couplée avec un mot de passe complexe, comme elle a été évoqué, vous garantit déjà que votre identité est au minimum protégée. Donc, on ne puisse pas accéder à votre compte en essayant de deviner votre mot de passe. C'est l'un des premiers risques, puisqu'une fois qu'on a accès à votre compte, on a virtuellement accès à vos mails, à vos contacts, à vos informations qui sont dans les mails et qu'on pourrait penser sécuriser. Toutes les messageries à l'heure actuelle sont accessibles directement à partir d'Internet. Donc, dès qu'on a votre mot de passe, on peut récupérer un bon nombre d'informations et se faire passer pour vous. Donc, cette protection d'identité, on va essayer de l'augmenter en choisissant des mots de passe différents, en générant des mots de passe complexes. Et comme ils sont complexes, il faut peut-être les stocker dans des emplacements sécurisés. Un exemple de mot de passe, la CNIL propose un outil pour générer des mots de passe très, très complexes en se basant sur une phrase pour pouvoir le retenir plus facilement. Par exemple, la phrase « Je crée un mot de passe sécurisé de plus de 12 caractères et de 4 titres différents » génère un mot de passe avec les initiales, les lettres, les symboles qui correspondent à un mot de passe complexe, mais qui pourrait être plus facile à retenir s'il n'était pas associé à une phrase. Donc, vous pouvez prendre ces petites techniques pour vous dire, bon, ben, je crée une phrase qui n'est pas une phrase courante, qui sera ma passphrase, qui sera mon mot de passe de base, et je pourrais me souvenir grâce à cette phrase d'un mot de passe qui pourrait être très long ou très complexe grâce à des mécanismes mnémotechniques. Une fois qu'on a protégé son identité, on n'est pas à l'abri de tout, on va protéger son système informatique. Donc, un antivirus pour protéger son ordinateur, voire son téléphone. Un pare-feu pour protéger ses accès. Donc, même chose que pour le Wi-Fi. On est peut-être connecté à un Wi-Fi, mais derrière le Wi-Fi, il peut y avoir un pare-feu qui est un équipement qui protège le réseau et qui va éviter que, même si on est connecté au Wi-Fi, on puisse faire n'importe quoi. Donc, le pare-feu peut empêcher que les données sortent de l'entreprise et que des données ou des personnes externes ne puissent rentrer dans l'entreprise. Donc, en mettant en place ces équipements de protection, on va garantir déjà une meilleure sécurité dans notre réseau. Voilà. Concernant le Wi-Fi, il y avait la question tout à l'heure, il existe des mécanismes où on ne passe pas par une clé pour se connecter au Wi-Fi, qui veut dire que peut-être que les utilisateurs ne peuvent même pas la donner à quelqu'un d'autre parce que c'est l'ordinateur qui est identifié, c'est que cet ordinateur-là qui a le droit de se connecter au réseau Wi-Fi. Donc, il existe des mécanismes de sécurité qu'on peut mettre en place pour aller plus loin en termes de sécurité des réseaux Wi-Fi. Ensuite, la messagerie est une brique importante parce que c'est le premier vecteur d'attaque en général.
Donc, il faut avoir sur cette messagerie un bon anti-spam, anti-malware et anti-phishing, histoire d'être sûr qu'on ne soit pas hacké et qu'on ne puisse pas rentrer dans notre système à partir de la messagerie. C'est valable pour le Est-ce soir. qu'il faut systématiquement fermer sa messagerie chaque jour, ou bien quand on a une page vérifiée, tout ça, ou est-ce qu'on peut la laisser ouverte? Alors, Parce que la messagerie sur le poste, si le poste est ouvert, il vaut mieux la fermer. Parce que si le poste est ouvert, ça veut dire que si quelqu'un a accès au poste, il a accès à la messagerie qui est ouverte. Si le poste est éteint, virtuellement, il ne peut rien se passer. Sauf que la messagerie n'est pas que sur le poste, elle est sur Internet. Donc, il n'y a pas que le risque de la laisser ouverte, s'il faut être sûr que personne ne puisse avoir accès grâce au mot de passe ou à d'autres méthodes. Donc, il ne faut pas se dire juste, ben, parce que j'ai fermé la fenêtre, je suis protégé. Non, la messagerie, c'est un compte avec une adresse web auquel on peut accéder. Donc, on peut y accéder même si on l'a fermé. Donc, la bonne pratique, c'est d'être sûr qu'on a un bon mot de passe pour cette messagerie et éventuellement qu'on a 2 méthodes d'authentification, le mot de passe plus un code par SMS, plus un code sur une application. Et là, on sait qu'on a plus de difficultés d'accéder à cette messagerie. Même s'il y a de nouvelles techniques qui ont été inventées pour tenter de contourner cette double authentification, mais vous êtes quand même plus à même de savoir qu'elle est protégée. Parce que c'est le temps, chaque fois, c'est le temps à ouvrir et tout ça, c'est pour ça qu'on a tendance à laisser. C'est vrai, on a tendance à laisser ouvrir par facilité, mais effectivement, si on veut être sécurisé, il faut mettre les moyens et c'est aussi du temps pour garder cette sécurité. Donc, c'est des moyens économiques. Parfois, c'est acheter les licences qu'il faut de protection, acheter des équipements de protection. Mais après, effectivement, il faut se donner la discipline à soi de respecter les protections qu'on a mis en place. Donc, effectivement, si ça prend plus de temps pour ouvrir la messagerie, c'est un mal pour un bien. On se protège d'une attaque quelconque. Ensuite, une fois qu'on a protégé tout ça, on n'est quand même pas à l'abri d'un problème parce que les attaquants inventent de nouvelles méthodes tous les jours, toutes les heures. Ils sont très, très inventifs. Et donc, avoir des sauvegardes est indispensable. Donc, des sauvegardes régulières, internalisées et externalisées. Donc, c'est ce que disait monsieur le capitaine tout à l'heure pour garantir que l'attaquant ne puisse pas impacter aussi nos sauvegardes. Donc, si c'est connecté au réseau, à nos systèmes d'information, il peut les modifier en même temps que son attaque. Donc, en les externalisant, on se garantit une vraie méthode de récupération. Bon. Et puis, ces sauvegardes, il faut s'assurer régulièrement qu'elles fonctionnent. Ça permet aussi de déterminer quel sera le processus à mettre en place pour les restaurer en cas d'attaque. C'est bien d'avoir fait une sauvegarde, mais si ça prend une semaine pour remonter ce système, ça fait une semaine pendant laquelle on est quand même bloqué. Donc, si on sait déjà le temps que ça va prendre, on peut anticiper la façon que l'entreprise peut se relever après une attaque. Enfin, après la sauvegarde, il faudra s'assurer qu'on soit à jour, qu'on ait ces logiciels à jour, qu'on ait ces systèmes à jour, ces téléphones à jour, parce que les mises à jour garantissent qu'on corrige des failles de sécurité qui sont connues par les attaquants. Donc, on corrige les failles, on installe les mises à jour. Ce n'est pas pratique, ça prend du temps, ça nous empêche de travailler, mais effectivement, l'objectif, c'est d'être sûr que le système est protégé au moins des failles qui sont connues. Donc, si on connaît une faille dans un logiciel, eh bien, l'éditeur du logiciel, en général, fait le nécessaire pour corriger la faille et donc, on installe la mise à jour qu'il publie le plus tôt possible pour pouvoir être sûr qu'on soit protégé le plus rapidement possible. Comment l'histoire de mise à jour, c'est aussi une source de avantage parce que j'ai eu des problèmes de mise à jour. Mais on ne sait pas parfois, enfin, on ne fait pas attention. On dit oui, il faut mettre tel que mise à jour, on clique dessus et puis en fait, c'est une fausse mise à jour. On fait des mises à jour à partir des sources fiables de l'éditeur. Donc, si on a une mise à jour de logiciel, on ne va pas forcément cliquer sur le mail qui nous dit voici la mise à jour. On va se connecter sur le site de l'éditeur qu'on connaît, parce que le mail est un faux mail. Donc, on va se connecter sur le site de l'éditeur et on télécharge la mise à jour s'il le faut à partir de cette source fiable. Et là, on sera certain qu'on n'aura pas de problème sur cette fausse mise à jour. Effectivement, c'est un vecteur d'attaque, on peut avoir une fausse mise à jour. Là, c'est des mécanismes aussi qu'il faut prendre en charge. Donc, votre correspondant informatique ou vous-même, vous pouvez avoir la bonne méthode de savoir où est-ce que je peux télécharger la mise à jour. Est-ce qu'elle est
correctement, est-ce qu'elle provient d'une source fiable. C'est aussi valable pour les applications qu'on met sur le téléphone. Souvent, vous avez des stores alternatifs. Vous allez pouvoir télécharger les mises à jour des applications. En fait, dans ces applications, il y aura des virus, il y aura des logiciels espions. Donc, c'est pour ça qu'on parle de store officiel pour pouvoir mettre à jour les applications parce qu'on sait que l'éditeur fait au minimum le travail de vérification de ces applications pour qu'elles n'infectent pas les personnes qui les téléchargent. Un point important qui a été déjà évoqué, c'est la sensibilisation. Donc, il faut que chaque personne soit acteur de la sécurité. Donc, ce n'est pas seulement le chef d'entreprise, c'est aussi bien la secrétaire, l'employé, celui qui fait le ménage et qui passe dans les bureaux, parce que toutes ces personnes sont un risque pour l'entreprise en termes de sécurité. Donc, on sensibilise tout le monde avec les bonnes pratiques de la sécurité, des mots de passe. Voilà, on met en place la charte informatique, peut-être des petites formations internes de sensibilisation pour que tout le monde soit acteur de cette sécurité parce qu'il suffit d'une personne pour qu'on se retrouve victime. On va faire attention à ses usages, donc professionnels et personnels. On essaie de ne pas mélanger les deux parce que c'est souvent la bascule entre les deux qui va faire que l'information va transiter, va fuiter, va être contaminée. Donc, c'est par ces usages. Et puis, pour se protéger dans les réseaux publics, on peut mettre en place un VPN d'entreprise ou un VPN protégé qu'on connaît fiable qui va nous isoler du reste des réseaux publics pour garantir la sécurité de nos réseaux. Donc, on a fait le tour de ces bonnes pratiques. Voilà, ce sont les étapes essentielles de base à mettre en place. Voilà, donc on reste à disposition de M. Pétrice et moi s'il y a des questions complémentaires. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre en compte la sécurité à tous les niveaux et dès aujourd'hui, dès hier. Voilà. Alors, la session questions-réponses est ouverte. Donc, j'ai une question pour M. Pétrice. Combien de supports suggérez-vous pour la sauvegarde des données et lesquels? Bon, alors c'est une question quand même qui paraît très simple, mais qui est quand même assez difficile à répondre. Tout dépend du degré de criticité de l'entité concernée. Donc, la réponse que je vais donner va plutôt concerner une entreprise classique, mais je dis bien, ce n'est pas une réponse qui concerne une entreprise à haute criticité, par exemple une unité. Donc, classique, de façon classique, il faudrait au minimum avoir trois copies de sauvegarde. Donc, déjà, une première, je prends un exemple sur un serveur, une première en local. Tout ça, c'est pour, en cas de besoin de restauration de fichiers assez rapide. Donc, on restaure rapidement puisque la première, elle est en local. Ensuite, il faudra une deuxième sur un autre site distant. Donc, l'idée, c'est que si jamais le site en lui-même il crash ou que le serveur il crash, qu'on ait cette copie de sauvegarde quelque part, qu'on puisse restaurer les données. Ensuite de l'avoir en mode distant, il faudrait aussi en avoir une en mode non connecté. Non connecté, c'est-à-dire que genre, vous pouvez utiliser un disque dur, par exemple, vous sauvegardez dessus, vous déconnectez après la sauvegarde et puis vous faites un cycle comme ça et il faudrait l'avoir au moins ce cycle de jeu sur 3 disques. 3 disques, pourquoi? Parce que si jamais il y en a un des disques sur lesquels vous faites la sauvegarde en connecté tombe en panne, bon, vous remontez à 15 jours, puis après 3 semaines plus tard, on ne sait jamais. Et bien sûr, je pense que François il a bien appuyé sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir des sauvegardes. Le plus important dans les sauvegardes, c'est de tester ces sauvegardes. Parce qu'en sécurité, le premier risque, c'est ce sentiment de sécurité infondé. En fait, vous allez faire une sauvegarde, beaucoup de structures, j'ai remarqué. Je fais des audits de sécurité sur le territoire. Et souvent, quand on demande le plan de reprise d'activité, il n'y en a pas. Et quand on demande le plan de test des sauvegardes, il n'y en a pas. Ça veut dire que et quand on regarde pour faire des tests de restauration, on se retrouve des fois trop souvent avec des sauvegardes qui ne fonctionnent pas. Donc, l'idée, c'est pas seulement de faire ces sauvegardes, c'est de faire un plan de sauvegarde, mais aussi de faire un plan de test de restauration à côté. Et donc, gardez en tête 3 jeux de sauvegarde, une en local, une sur site distant, une hors connecté. Et quand je dis site distant, je pense aussi au cloud, qui peut être un vecteur, parce que nous, par exemple, en Martinique,
Et d'ailleurs, je vous conseille de vous appuyer sur le cloud, au moins pour la sauvegarde des données critiques. Donc, c'est-à-dire, vous n'allez pas tout mettre dans le cloud, mais vous allez mettre que les données critiques qui vont vous permettre de reconstruire. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un territoire où on a des effets de cyclone, on a des effets de tremblement de terre. Du jour au lendemain, on peut se retrouver volcan. Du jour au lendemain, on peut se retrouver à une structure où il y a tout perdu. Hein. Quand on regarde Maria, les dégâts qu'elle a pu faire, déjà, des fois, on a des pluies torrentielles. Donc, on n'est pas à l'abri que le site il soit écrasé et perdu. On n'est pas à l'abri non plus que l'île soit impactée. Donc, prenez en compte de cette partie-là. Alors. Et puis, nous avons aussi François qui est aussi expert sur la partie sauvegarde. Je ne sais pas si tu veux aussi compléter. Non, c'était exhaustif. Donc, au moins trois jeux. Voilà. 2 au minimum si vraiment les moyens ne sont pas là pour faire plus. Mais il faut plusieurs jeux de sauvegarde pour s'assurer de la possibilité de restaurer ces données. Je voulais demander, est-ce qu'ici, c'est utile d'utiliser un parafoudre sur son réseau électrique? Tout à fait. Mais ce n'est pas que comme ici, c'est pas les règles de. Partout, il y a des orages, il faut mettre un parafoudre. C'est le serveur. Oui, je sais que C'est informatique. en Europe, c'est utile, mais bon, ici, est-ce que c'est utile aussi? Ben, ça, c'est les règles de construction des bâtiments. A priori, si le réseau électrique est aux normes, il doit prévoir une petite protection, éventuellement, une prise de terre. Non, une prise de terre, mais je dis le parafoudre aussi, c'est-à-dire. La question de est-ce qu'on peut avoir de la foudre ici? Non, le risque électrique, c'est un risque commun. Donc, s'il faut protéger son système électrique informatique, il y a des onduleurs, il y a des protections électriques qui sont mises en place, et ces protections, en général, couvrent une partie des risques de la foudre, mais il n'y a pas forcément je dirais, d'antenne parafoudre à mettre en place. Non, les parafoudres, c'est l'appareil au niveau du tableau. Mais est-ce que parce que bon, je sais que compte tenu de l'impact de la quantité ici, bon, c'est une période assez rare, enfin, où il y a de la foudre ici qui tombe, mais est-ce que ça, bon, je ne sais pas si ça joue beaucoup sur le système informatique. Est-ce que c'est suffisamment protégé? Dans tous les cas, il faut une sauvegarde. Donc, si jamais votre système électrique brille et que tout brille, vous avez une sauvegarde. Donc, en fait, le risque est là. Hein, c'est un risque électrique. Il peut y avoir une surtension d'EDF. Ça peut arriver à n'importe quel bâtiment. Donc, pour se prémunir de ce cas-là, il faut forcément une sauvegarde. Il n'y a pas de protection universelle. Oui. Pour continuer sur les questions, donc j'ai une question. Comment déchiffrer un disque dur BitLocker par un criminel au sein de son entreprise? Je vais reprendre la question. Alors, le BitLocker, en général, n'est pas utilisé par le criminel. Donc, je vais reposer la question et puis au pire, je vais demander aux participants de bien vouloir la préciser. Donc, c'est comment déchiffrer un disque dur BitLocker par un criminel au sein de son entreprise? Si la question n'est pas compréhensible par vous, je vais simplement demander aux participants. Alors, voilà, la question est posée, donc merci de bien vouloir préciser la question. Alors, je vais expliciter un petit peu. BitLocker, c'est une technologie pour crypter son ordinateur qui est présent dans Windows. Donc, crypter son ordinateur permet de se protéger du fait qu'on puisse démonter le disque dur et le brancher sur notre ordinateur pour avoir accès aux fichiers qui sont dessus sans protection. Donc, effectivement, n'importe qui a la possibilité de crypter son ordinateur, de chiffrer son disque dur, chiffrer son téléphone aussi, mais chiffrer son ordinateur contre le vol. Et la technologie, le nom de cette technologie dans Windows, c'est BitLocker. Et effectivement, si jamais on a besoin d'accéder à ce disque pour le réparer et autres, BitLocker génère une clé de récupération qui fait 128 caractères, qui est très longue. Et si on n'a pas cette clé, c'est comme si on avait une brique. Bon, on peut la récupérer, mais c'est une question qu'on ne va pas forcément répondre ici. Il y a des techniques pour la récupérer, mais tout dépend du contexte. En général, quand on veut faire ça, c'est qu'on est déjà de l'autre côté de la barrière. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément laisser la réponse. Très bien. Bon, je continue sur les questions en ligne.
Donc, on cherche à savoir pour la sécurité, quel VPN est fiable sur les réseaux gratuits, type fast-food. Alors, fiable sur les réseaux gratuits type fast-food, donc c'est un utilisateur qui se connecte sur le Wi-Fi gratuit, McDonald's, tout ça. Et il veut savoir quel VPN est fiable pour utiliser ces réseaux. Particulière. Ben, il n'y a pas forcément, enfin, je suis pas du genre à préconiser une marque ou autre, mais c'est vrai que sur les dispositifs de VPN, je sais que un VPN qui a été promu pour la protection de la vie privée, c'est Proton VPN, par exemple, qui est très utilisé justement dans le monde de la cybercriminalité pour ses vertus de protection de données personnelles associées à la messagerie Proton. Je ne veux pas dire que c'est l'un des VPN, que je ne recommande pas le VPN, hein, j'expose, hein, puisque l'idée, c'est pas de vous dire quoi faire, mais c'est de vous donner quand même des éléments. Et pour moi, c'est l'un des VPN qui se distingue des autres par rapport à mon appréciation personnelle. OK. Et puis, une dernière question. Si nous sommes victimes d'une attaque phishing sur la sauvegarde, comment est-ce qu'on peut corriger l'erreur? Avec la sauvegarde qui est déconnectée, on récupère les informations. Voilà. Il n'y D'où a pas- il y l'importance a pas d'avoir d'autre 3 jeux de solution. sauvegarde. Si la sauvegarde est cryptée, il faut prendre la sauvegarde qui était déconnectée, donc le troisième jeu de sauvegarde qu'on avait, pour éventuellement tenter de récupérer les choses. Ouais. Voilà, d'où l'importance d'avoir 3 jeux. Oui, par contre, c'est très important d'avoir ta jeu, ce que François met en évidence, c'est la base hein, qu'il faut mettre en œuvre. Hein. Il faut partir du principe, en matière de cybersécurité, il faut vraiment voir ça comme une assurance. Vous prenez votre voiture, vous sortez de chez vous, vous prenez votre voiture, vous avez un accident, la première chose à quoi vous pensez, c'est l'assurance. Et c'est à ce moment-là que certains vont regarder, tiens, est-ce que je suis touriste? Est-ce que je suis couvert? Et là, on a des surprises en disant, ben non, monsieur, vous n'êtes pas touriste. Voilà, donc c'est un peu un schéma classique à exposer dans sa tête en se disant, quand on met en œuvre la cybersécurité dans une entreprise, c'est pour ne pas se retrouver dans une situation comme cette personne qui se demande, est-ce qu'elle a son assurance? Ou est-ce qu'elle a payé son assurance? Certains se rendent compte même des fois que certains moments que l'assurance ne fonctionne plus parce qu'elle n'est pas payée. C'est un peu ce cas-là qu'il faut se projeter. C'est pas quand vous avez l'accident qu'il faut vous demander si vous avez l'assurance. Quand vous avez l'accident, vous devez vous dire non, de toute façon, tout est nickel. Voilà, j'ai un processus qui fait que voilà, les mesures sont en place, sont vérifiées et on est toujours documenté. On est dans un mode PDCA continu. Hein. Donc, il faut vraiment, c'est au quotidien, c'est dans une amélioration continue. Ensuite, pour cette personne qui a posé cette question, la réponse de François aussi correspond. Et puis, il y a une autre réponse que je vais compléter. C'est qu'il est possible, en fonction du type de ransomware, des fois de déchiffrer les données. Ça m'est arrivé de dépanner une entreprise locale qui, par chance, le ransomware, lui, avant de chiffrer les données, il générait la clé sur l'ordinateur, sur le serveur. Et après, il chiffrait les données. Il y en a d'autres. Ben, ils ne génèrent pas la clé sur l'ordinateur, ils vont la générer directement sur Internet. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, des fois, ça dépend de la famille du ransomware, mais la plupart du temps, comme dit François, ce qui va vous sauver, c'est une sauvegarde en connecté. Très bien, merci pour ces réponses. Alors, j'ai encore une question qui vient d'arriver. Bon, alors, c'est encore une question pour avoir une information. Donc, quel cloud peut être utilisé pour la sauvegarde de données? Quel cloud est recommandé par rapport au RGPD, en fait? Alors, sans citer des noms de cloud, peut-être juste donner des critères de cloud qui respectent le RGPD. C'est pas forcément. En fait, aujourd'hui, la plupart des clouds, ils se valent. Il faut savoir que c'est un marché gigantesque et que ces éditeurs, ils ont tout intérêt à se mettre en conformité avec le RGPD pour adresser les institutions ou même proposer des offres et services aux particuliers. Cependant, il y a la théorie et la pratique. Donc, la théorie, c'est ça. La pratique, c'est autre chose. Mais la plupart vont vous mettre en avant des mentions comme quoi ils sont dans le cadre des RGPD. Et leur stratégie, c'est quoi? C'est vous permettre d'héberger en fonction des services que vous souscrivez, notamment Google. Normalement, ils ont déjà implémenté Google France, qui permet à toute entreprise au niveau national de stocker ces données au niveau du territoire européen, que ce soit pour messagerie, pour le workspace, tout et tout. AWS Amazon fait la même chose. En fonction, vous pouvez même stocker vos serveurs en fonction de ce que vous voulez et si vous êtes en conformité avec le RGPD.
Vous pouvez stocker vos données sur une région qui est localisée au niveau du territoire européen. Microsoft aussi. Mais après, il y a toujours, comme je dis, il y a la pratique et la théorie. Donc ça, c'était la théorie. La pratique, c'est qu'il y a toujours des problématiques liées aux réplications, par exemple, des données, savoir où elles sont répliquées. Je sais qu'Amazon promouvoit le fait que lui, il est capable de gérer ses réplications de données. Donc la réplication de données, c'est pour les sauvegardes automatiques, entre guillemets. Lui, Amazon lui permet de promouvoir au niveau européen, Google aussi. Donc, il faut creuser. En fait, quand vous prenez une offre, et notamment pour tout service numérique, la première chose qu'il faut lire, c'est où sont vos données et quelles sont les données qui sont collectées. C'est l'une des premières choses. Et après, regardez bien les petites lignes. C'est comme pour certains qui se sont retrouvés avec leur site au niveau d'OVH. Et ils ont appris que OVH, même s'ils avaient un service de sauvegarde, recommandait de sauvegarder au niveau local et qu'ils n'engageaient pas sa responsabilité en cas de crash. Donc, c'est des petites surprises comme ça que vous pouvez avoir. Donc, il faut vraiment lire ces aspects-là, tout ce qui concerne les données et la collecte des données. Il faut le lire. Et puis, bon, les métadonnées, on ne va pas rentrer dessus. Et je pense que c'est là qu'au niveau du RGPD, on doit avoir des problématiques avec le cloud. Donc, en gros, l'orientation, c'est que voilà, la plupart, normalement, sont dans un cadre assez conforme. Maintenant, tout dépendra de comment vous allez gérer et configurer ces services pour rester dans la conformité. Très bien. Bon, il semble que les questions en ligne sont terminées. Je vais donc laisser la parole à Taïna de la Suite Californie pour avoir quelques mots à dire. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette rencontre. Donc comme vous avez pu le voir durant les temps forts de cette présentation, il faut user des bons gestes au quotidien pour protéger son entreprise des diverses menaces existantes, mettre en place les bonnes pratiques, ne pas hésiter à se faire accompagner et surtout utiliser des solutions de prévention pour détecter les failles en amont. Alors, le pôle cybersécurité vous propose, en plus de ces actions de sensibilisation et d'information, une offre de service intitulée NEO. Donc, c'est un audit de cybersécurité qui comprend la réalisation de tests d'intrusion permettant d'identifier les vulnérabilités et les failles en amont. Comment cela se passe-t-il? Vous êtes accompagné par le pôle cybersécurité et ses partenaires. Ce que vous allez tirer de cette intervention, c'est une liste des failles détectées avec les correctifs à appliquer, un rapport complet en PDF de toutes les prestations qui seront réalisées et bien plus encore selon vos besoins. Aussi, durant tout le mois d'octobre, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 5% sur cette prestation, donc sur la réalisation de l'audit de cybersécurité. Et dans les prochaines semaines, nous lancerons un jeu concours pour vous permettre de gagner un audit de cybersécurité gratuit. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à nous contacter par mail ou par téléphone. Surtout, restez connectés sur nos réseaux sociaux et ceux de la CCI pour ne rater aucune information sur le Cybermois. Et puis, je vous propose de remplir le formulaire suivant en scannant le QR code et en présentiel. On va vous le présenter en format papier. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci aux intervenants pour leur présentation. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Bonsoir. Vous retrouvez également le lien pour le questionnaire de satisfaction dans le fil de discussion pour les participants en ligne. L'esprit gagnant, CCI Martinique.